Ce qui interpelle également, ce qui interroge en tout cas, c'est que cet individu a vécu 10 ans en Suède et il vient en France pour commettre cette attaque. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, du suspect ? Déjà, il est en Suède où il obtient son statut de réfugié, puisqu'il s'est déclaré en Suède et il a obtenu le statut de réfugié. Et ensuite, si j'ai bien compris, suite à une séparation avec son épouse, il vient en France pour réclamer à nouveau un statut de réfugié en France. Bon, déjà, il y a 10 ans où en Suède, apparemment, manifestement, tout se passe extrêmement bien et il est en France 6 mois et il passe à l'acte. Alors, on ne sait pas si ça se passe bien. L'enquête nous dira si. En tout cas, il n'est pas connu des services de police ni de la justice en Suède. L'enquête approfondira tout ça et on verra s'il y a des choses nouvelles là-dessus. Mais alors, pourquoi arrive-t-il en France et pourquoi il passe à l'acte en France ? En fait, on sait aussi que cet individu était isolé depuis quelques jours, qu'il dormait, qu'il était clochardisé et qu'il dormait à la Belle Étoile. Et si c'est un individu qui est fragile psychologiquement, eh bien à ce moment-là, ça n'arrange pas effectivement les choses. Il y a eu un passage à l'acte avec une arme blanche dans laquelle il a poignardé des enfants. On peut véritablement se poser aussi la question de savoir pourquoi, en particulier avec les fichiers que l'on a, je le répète, je l'avais déjà dit, dans les fichiers qu'on a sur le SIS en particulier, le fichier Schengen et les bornes Eurodac où se signalent tous les demandeurs d'asile, pourquoi, quand il a déposé une demande en France, ça n'est pas signalé immédiatement qu'il était déjà porteur. Alors justement, il y a eu un signalement et c'est la raison pour laquelle la France, a posteriori du coup, parce qu'elle teste en fait le nom dans la base, se rend compte qu'il a déjà un statut de réfugié donné par la Suède et c'est la raison pour laquelle la France dit cette personne n'est pas éligible. C'est ce que je veux dire. Non, ça s'est fait a posteriori. Voilà. Je veux dire que il faudrait que les choses soient immédiates pour qu'il soit, en fait, qu'il ne soit pas autorisé à faire cette demande-là. Déjà ça. Ensuite, son passage, vous m'interrogez sur son passage à l'acte, je suis incapable, comme nous tous ici, de dire quel a été l'élément déclenchant de ce passage à l'acte. Sachant que, de toute façon, les conséquences, elles sont hors de l'ordinaire, elles sont horribles, elles sont affreuses. C'est ce qu'on appelle alors, puisque ça n'est pas terroriste, en tout cas pour l'instant, c'est ce qu'on appelle des mass murderers, des tueurs de masse qui passent à l'acte de cette manière-là, que ce soit aux États-Unis avec des armes à feu ou que ce soit ailleurs avec d'autres types d'armes. Mais Louis de Ragnel, il va quand même falloir comprendre plus précisément pourquoi est-ce que cet individu a quitté la Suède où il a vécu pendant 10 ans pour venir en France. Alors il y a quand même un élément qu'on sait, à la fois à travers son parcours administratif et par rapport aussi à ce que son ancienne épouse raconte de lui, ce que sa belle-mère aussi raconte de lui, c'est qu'il avait un objectif, c'était d'acquérir la nationalité d'un pays européen. Donc il est demandeur d'asile, il obtient le statut de réfugié en Suède, ensuite il demande la nationalité suédoise, elle lui est rejetée, et donc c'est à l'issue de ce rejet qu'il tente sa chance, en fait, en quelque sorte, en France. Donc il fait sa demande d'asile, sans doute, alors là c'est de l'interprétation, mais sans doute avec l'objectif d'acquérir la nationalité française ensuite, et pour s'établir en France, parce que, en fait, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes protégé par l'OFPRA, quand vous avez une protection, on vous accorde la qualité de réfugié. En tout cas, en France, la protection dure 10 ans. Et ensuite, il faut la renouveler. Et on sait que sa protection qui avait été émise par la Suède, donc il avait ce statut de réfugié jusqu'en 2025. Et peut-être qu'en anticipation d'un éventuel renouvellement, il craignait de devoir quitter la Suède. David Lebars, est-ce que là, les enquêteurs cherchent quand même s'il a des complices, s'il appartient à un réseau où on commence quand même à se faire une idée plus précise du profil qui, manifestement, semble être un profil plus solitaire ? Eh bien, en tout cas, on ne part pas sur ce postulat. Quand on fait une enquête comme celle-là, on n'exclut rien. C'est-à-dire qu'on cherche au plus large et c'est ensuite, s'il y a les portes qui ont été ouvertes et que ça ne donne rien, qu'on rétrécit le cadre d'enquête. Il est hors de question pour des enquêteurs de police judiciaire qui sont parfaitement rodés à la technique de l'enquête criminelle de laisser la moindre piste de côté. Ils savent parfaitement faire et ça démarre, comme je vous l'ai déjà dit, sur les constatations et la scène de crime. Et on ne part jamais sur un principe qu'il s'est passé ça parce qu'un tel a vu ça ou un tel a vu ça. On prend tous les éléments objectifs, matériels, les témoignages. Il n'y a strictement rien qui n'est laissé de côté. Si vous me permettez, je voulais revenir sur un point, parce que je crois que sur le plateau, on confond l'état mental et le droit, parce qu'il faut faire du droit dans une affaire comme ça.
Le droit, l'infraction, elle est constituée par 3 éléments. C'est très important, les auditeurs et ceux qui nous regardent vont le comprendre. Il y a l'élément légal. Il faut que le texte soit prévu. Là, c'est simple, c'est une tentative d'homicide, plusieurs tentatives d'homicide. Il y a l'élément légal. L'élément matériel, on le sait par la procureure, c'est le couteau. Et il y a des victimes. Et après, il y a l'élément moral. C'est là où je pense qu'il faut discuter. C'est que l'élément moral, c'est de savoir si cette personne a eu l'intention et a la conscience d'avoir commis cette infraction. On peut débattre avec un psychologue ou avec un juriste. À la fin, c'est le droit qui va l'emporter. Le droit, c'est que si cet individu est insensé, comme l'a dit la procureure, même s'il ne s'appelait pas à une psychiatre ou une psychologue, s'il n'est pas dans un état qui fait qu'on peut retenir l'élément moral, la procédure va s'écraser et ça va être la psychiatrie qui va prendre le pas. Ça n'empêche pas qu'il ne pourra pas être enfermé dans des conditions d'ailleurs aussi sécurisées que la prison, puisque les individus extrêmement dangereux en psychiatrie sont enfermés dans des centres surveillés, mais ça effondre la procédure s'il n'y a pas les 3 éléments constitutifs de l'infraction. Et de ce qu'on peut savoir, même si la procureure ne l'a pas dit elle-même, parce qu'il y a le secret de l'enquête, c'est si cet individu est ou pas en conscience et s'il a commis cette infraction en conscience avec la lucidité qui est nécessaire pour qu'on lui impute cette infraction. Éric Nolot. Non mais parlons du droit. Si par définition cet homme n'était pas éligible à l'asile en France, là, il faut quand même se poser une question sur les procédures. Comment se fait-il que ça mette autant de temps ? Normalement, il y a une lumière qui devrait s'allumer et ça devrait être réglé. D'ailleurs, cet homme, je ne sais pas quand il a manifesté cette volonté de demander l'asile à la France, mais normalement... En novembre dernier. Oui, mais il ne devrait pouvoir, selon moi en tout cas, la présenter qu'à partir de la Suède. Ce n'est pas une fois qu'il est en France, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais doucher vos espoirs dans la mesure où il est syrien. Tout ressortissant syrien est éligible à l'asile en France. Oui. Et donc, en fait, 100% des Syriens qui frappent à la porte de la France sont accueillis. Et moi, alors, il y a l'étude d'un dossier. Je ne conteste pas l'état actuel du droit. Je dis qu'il faut peut-être se pencher sur des évolutions. Ah ben bien sûr. Voilà, nécessaires et, puis sur une harmonisation et même indispensable. Des règles au niveau européen, qui ne va pas. Ah, mais ça ne va pas. On a entendu le maire d'Annecy nous dire tout à l'heure, j'appelle à un moment de deuil, à un moment de respect, il ne faut pas qu'il y ait de polémiques politiciennes, etc. Néanmoins, Éric Nolot et Jean-Michel Fauvergue, il y a des questions politiques qui se posent. Ça, c'est incontestable. Bien sûr, mais écoutez, poser un problème sur le plan politique, ce n'est pas forcément de la récupération. Ça peut l'être, mais excusez-moi, nous sommes, je pense, quelques dizaines de millions à nous poser des questions. Comment se fait-il que cet homme était sur notre territoire ? Comment se fait-il que, n'étant pas éligible, on met des mois à lui donner cette réponse ? On se pose des questions. Après... J'ai pas bien compris. Moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que comme ils sont bien dans le brouillard, parce qu'on attend de cette garde à vue des éclaircissements, peut-être qu'ils ont parlé un peu trop et qu'on a dérapé vers des choses un peu bizarres. Parce que est-ce qu'il y a des éléments probants d'une manifestation qui aurait lieu, une manifestation spontanée ou pas ? Moi, j'ai pas entendu, en tout cas, dans l'état actuel de mes informations, d'appel officiel à une manifestation. Donc, j'ai trouvé que ce refus de la récupération, qui en tant que tel, en effet, est condamnable, était un peu déplacé. Jean-Michel Je vais répondre exactement sur la récupération, mais auparavant, je voulais dire à Éric Nolot qu'à partir du moment où il est en situation régulière en Suède, puisqu'il est en situation régulière, c'est un réfugié, il a le droit de se balader dans tous les pays de Schengen. Sauf qu'il faut qu'il reste un certain temps et qu'ensuite il rentre en Suède. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'enquête ne fait que commencer, elle va durer très très longtemps, parce qu'il va y avoir une ouverture d'instruction et ça va durer 2 à 3 ans, cette enquête-là. Minimum. Et puis sur la polémique, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que on n'est pas dans la polémique. Alors, effectivement, il faut respecter un temps de deuil et se montrer digne sur un certain temps, mais ça va soulever, effectivement, et je suis d'accord là-dessus, ça soulève des problèmes qui sont importants et auxquels on doit répondre. Les Français sont en droit de se demander pourquoi on est dans une situation comme ça, et très rapidement, la loi sur l'immigration arrivant assez rapidement à l'Assemblée nationale, et ça va nourrir le débat, et on ne sera pas dans la polémique, on sera dans un débat. Dans un débat politique, absolument. Bien sûr. Est-ce que... Mais attendez, objectivement, il est nécessaire ce débat. Bien sûr. Non, mais sinon rien ne change. Est-ce que ce qui se passe en ce moment aura un impact sur le débat de la loi immigration ? Moi, je le souhaite de tout cœur, et ça ne veut pas dire que je souhaite faire de la récupération. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des gens qui vont vous dire de manière immuable, c'est l'état de droit, on est comme ça, voilà. Sauf que l'état de droit n'a cessé d'évoluer depuis 15 ans. Les attentats terroristes,
de 2015, je parle sous votre contrôle, puisque vous avez vécu au premier plan, nous ont permis, entre guillemets, de faire évoluer la législation et d'aller beaucoup plus loin pour entraver les personnes qui sont, en tout cas, tentées de commettre des attentats. Et donc, heureusement qu'on tire des enseignements. Et donc, je pense que c'est nécessaire. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est Emmanuel Macron qui est responsable, ou je sais pas qui, ou François Hollande. Voilà, mais il est nécessaire de se poser les questions, d'établir aussi des responsabilités objectives, mais pas uniquement françaises. Je trouve que ce débat sur la question de l'asile en Europe est un débat fondamental. C'est-à-dire que globalement, tout le monde s'en fiche parce que tout le monde se dit que c'est très compliqué. Les politiques, globalement, se concentrent sur la question de l'immigration. Et en fait, il faut vraiment, ça paraît absurde, mais il faut un peu dissocier l'immigration de la politique de l'asile, parce que c'est vraiment deux sujets complètement différents, même si pour les gens, on a l'impression que c'est des migrants dans les deux cas. Et sur la question de l'asile, c'est vraiment le talon d'Achille de l'Union européenne. C'est le sujet qui était le moins travaillé. Et donc, c'est le sujet sur lequel maintenant il faut mettre le paquet, à la fois en termes de coordination entre les pays européens, à la fois en termes de... Il faut que les pays acceptent aussi d'être de bonne volonté. Il y a des pays qui jouent beaucoup moins le jeu que d'autres. Et puis, il faut une harmonisation des règles. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait les mêmes critères. Sinon, en fait, il n'y a pas d'autre solution que de faire comme certains pays de l'Union européenne qui ont décidé de reprendre leur souveraineté parce qu'ils ne voulaient pas déléguer des compétences d'octroi de l'asile à d'autres pays qu'ils considéraient comme étant peu scrupuleux.